peu sur le cours. Et ensuite, on essaiera de terminer avec des exercices pour pouvoir avancer aussi bien côté théorique que côté pratique. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, on essaiera de se rattraper. J'ai envoyé un mail à votre enseignante, Madame Berkani. Donc, je vais vous garder jusqu'à 10 heures. Donc, on va faire 2 séances, ce qui nous permettra de rattraper la séance d'hier et en même temps de pouvoir avancer dans le cours. Alors, ce cours-là, c'est, on a vu dans la première partie la cryptographie classique. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la cryptographie moderne. Donc, la cryptographie classique, c'était principalement les anciennes méthodes qui étaient beaucoup plus traitées d'une manière manuelle parce qu'il n'y avait pas l'existence de l'ordinateur. Et bien entendu, depuis l'apparition de l'ordinateur, on pouvait casser quasiment tous ces chiffres-là. Et donc, il fallait procéder à une nouvelle méthode. Donc, la nouvelle méthode, c'est ce qu'on appelle la cryptographie moderne. Donc, principalement, si vous avez vu concernant les différentes méthodes, on procédait par, effectivement, on procédait par des chiffrements sur des caractères. Et bien entendu, on a vu grâce à l'étude des caractéristiques des langues, on pouvait à tout moment casser ces chiffres-là grâce aux propriétés des différentes langues. Alors, pour contourner ça, donc, ce qui a été fait, c'est d'essayer de passer vers le chiffrement moderne. Et donc, le chiffrement moderne, il ne s'agit plus je dirais, de chiffrer les caractères. Donc, on va utiliser les connaissances qu'on possède, particulièrement au niveau de la machine. On sait que toute l'information qui existe au niveau de la machine, elle est codée avec des bits. Donc, l'information se trouve sous forme binaire. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre un ensemble de bits qu'on appelle bloc, et ce bloc-là, il va être chiffré. Donc, on va faire une subdivision de l'information en blocs. Alors, en général, la taille des blocs, elle est toujours liée à la taille de la clé qui est utilisée. Donc, en général, c'est ça le principe. Et l'idée, ça consiste à faire ce chiffrement en utilisant les blocs d'une manière itérative, c'est-à-dire on chiffre le premier bloc, quand on termine, on passe au second bloc, et ainsi de suite. Donc, la méthodologie telle qu'elle est décrite par ce slide, ça consiste à dire, vous avez toute l'information, là, on utilise les caractères, mais réellement, c'est plus que les caractères de nos jours. On peut coder quasiment tous les types de fichiers. Ça peut être un fichier de son, un fichier d'image, un fichier de vidéo, n'importe quel type de fichier. L'essentiel, vous avez de l'information et cette information-là qui va être codée. Donc, on va prendre l'information qui est codée par un code binaire. On va découper par la suite ce code binaire en blocs de taille égale. Alors, on va subdiviser le bloc en taille, je dirais, égale. Et ensuite, automatiquement, on va faire ce codage. Et ce codage, il va être sur la base de bits. Ça, c'est comment faire les choses. On peut faire les choses, ce que j'ai mis ici, entre guillemets, en additionnant. Donc, réellement, c'est pas uniquement l'addition, tu peux faire l'addition de bit à bit, comme tu peux faire, par exemple, le changement de position d'un bit, ce qu'on appelle la permutation, ou bien carrément, tu changes le bit, c'est-à-dire le bit qui était à 1 devient à 0, ou inversement, celui qui était à 0 devient 1. Et donc là, principalement, les actions qui sont faites, c'est ce qu'on appelle des actions de substitution ou bien des actions
permutation. Et donc, par la suite, on a un déplacement de certains bits du bloc, c'est-à-dire de faire la permutation, et on recommence ce processus un certain nombre de fois, parce qu'en général, il y a des itérations qui sont faites. Et une fois qu'on termine avec un bloc, on passe au bloc suivant, et ainsi de suite, jusqu'à épuiser toute l'information qui existe au niveau de votre fichier source ou bien information source qui est sujet au chiffrement. Et donc, de la sorte, on arrive à réaliser un programme de chiffrement de la donnée. Donc ça, c'est pour le principe global. Point de vue méthode qui existe, donc il y a un certain nombre de méthodes qui existent. Principalement, de nos jours, on a deux grandes méthodes qui existent. Donc, vous avez soit ce qu'on appelle le chiffrement symétrique ou bien le chiffrement asymétrique. Donc là, ce sont les deux grandes méthodes qui existent actuellement dans le cadre de cette méthode de chiffrement moderne. Alors, c'est quoi le chiffrement symétrique et c'est quoi le chiffrement asymétrique? Donc, comme son nom l'indique, le chiffrement symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une certaine symétrie qui existe au niveau du processus, parce que dans un mécanisme de chiffrement, vous avez les deux aspects. Vous avez une information, vous allez la chiffrer, et bien entendu, par la suite, pour qu'elle soit utilisable, il faudrait qu'elle soit déchiffrée par l'utilisateur qui a le droit de déchiffrer cette information-là. Et donc, dans le chiffrement symétrique, comme son nom l'indique, il y a une symétrie entre le processus de chiffrement et de déchiffrement. Cette symétrie, elle réside en quoi? Elle réside dans l'usage de la clé de chiffrement et de déchiffrement. Donc, comme vous le voyez ici sur le slide, vous avez la clé de chiffrement et c'est identique, la même clé qui sera utilisée pour le déchiffrement. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le chiffrement symétrique. C'est-à-dire que la clé qui est utilisée pour chiffrer, c'est la même clé qui est utilisée pour déchiffrer. Et donc, automatiquement, quand il y a deux interlocuteurs ou deux utilisateurs qui communiquent entre eux d'une manière confidentielle, le premier, il va chiffrer avec une clé. Eh ben, le deuxième, quand il reçoit le message chiffré, il va déchiffrer avec la même clé qui a été utilisée par celui qui a chiffré le message. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le chiffrement symétrique. Et donc, dans ce système-là, ça veut dire que si vous avez plusieurs utilisateurs, donc ici dans le slide, je montre qu'il y a 5 utilisateurs. Donc, si tous les utilisateurs veulent communiquer entre eux par ce procédé de chiffrement symétrique, ça veut dire que quand on dessine un arc entre un utilisateur et un deuxième utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces utilisateurs partagent la même clé entre eux. Et donc, du coup, ici, quand on a 5 utilisateurs, vous voyez que vous devez avoir un graphe qui est complet. Donc, de telle sorte que chaque utilisateur puisse communiquer avec les autres utilisateurs. Et donc, vous voyez déjà avec 5 utilisateurs, quel est le nombre d'arcs qui existe. Le nombre d'arcs, ça permet de représenter le nombre de clés qui sont partagées entre les utilisateurs. Donc, plus vous augmentez le nombre d'utilisateurs, plus le nombre de clés qui existent va être automatiquement grand. Et donc, la conclusion, c'est qu'il y a autant de clés qu'il y a d'interlocuteurs. Donc, plus il y a des interlocuteurs, plus le nombre de clés va augmenter. C'est-à-dire, c'est une relation qui est, je dirais, proportionnelle au nombre d'utilisateurs. Donc, à chaque fois que le nombre d'utilisateurs augmente, le nombre de clés va augmenter par conséquent. Et donc, ça, c'est le problème qui est posé par cette méthodologie. Sans compter, l'autre problème qui se pose, c'est quoi? C'est que l'utilisateur, il doit être capable de
mémoriser l'ensemble des clés qu'il utilise. Ça, c'est d'une part. Et il y a un autre problème qui est caché, c'est quoi? C'est que quand on dit qu'il y a deux utilisateurs qui partagent la même clé, ça veut dire que ces utilisateurs-là doivent avoir un moyen de pouvoir partager la clé entre eux. Donc, si les utilisateurs sont voisins l'un de l'autre, le problème ne se pose pas vraiment, mais quand les utilisateurs sont distants, ça va poser un problème de comment ces utilisateurs vont partager leurs secrets sans pour autant que quelqu'un d'autre puisse prendre connaissance de ce secret. Alors, pour le chiffrement asymétrique, donc là, la différence avec le premier cas, c'est quoi? C'est que vous avez toujours dans le système de chiffrement qui est composé d'algorithmes de chiffrement et algorithmes de déchiffrement. La différence, c'est quoi? C'est que le premier, celui qui va chiffrer, il va utiliser une clé de chiffrement. Donc ici, voici cette clé que j'ai mis verticalement. Donc, pour faire la différence, et vous voyez même la forme, elle est différente, c'est fait exprès, pour vous dire que cette clé-là n'est pas cette clé. Ça veut dire que celui-là, il va chiffrer avec cette clé. Et ensuite, à l'arrivée, le deuxième utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'algorithme de déchiffrement et il va déchiffrer avec une nouvelle clé. Alors, là, ça peut paraître un peu bizarre, mais là, ça a été démontré formellement d'une manière mathématique qu'effectivement, on peut chiffrer avec une clé et déchiffrer avec une autre clé. Et ça a été aussi démontré mathématiquement que effectivement, il y a une relation entre la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement, parce que s'il n'y avait pas cette relation, on n'arrivera pas à pouvoir déchiffrer un message qui a été chiffré par une autre clé totalement indépendante. Donc là, il y a une dépendance qui existe entre la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement. Mais sans pour autant que même si on possède, je dirais, cette clé de chiffrement, on ne peut pas deviner la clé de déchiffrement. C'est vrai qu'il y a une relation mathématique entre les deux, mais d'un point de vue calculatoire, on ne peut pas calculer la deuxième clé à partir de la première. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de complications de processus de calcul qui font que je ne peux pas calculer ça en un temps relativement court. Ça veut dire qu'il me faut un considérable pour pouvoir calculer. Donc ça, c'est un peu la différence qui existe entre les mathématiques et l'informatique. Souvent, en mathématiques, on arrive à démontrer des propriétés mathématiques qui existent entre les éléments. En informatique, on a besoin beaucoup plus de mécanismes, de processus de calcul. Donc l'informatique, comme c'est exprimé en anglais, computing ou computer, ça permet de calculer des informations. Et là, si tu n'as pas un processus, je dirais, qui est clair et rapide pour pouvoir calculer, c'est comme si tu n'as pas cette possibilité d'arriver à ton but. Et donc ça, c'est une des différences fondamentales qui existent entre les mathématiques et l'informatique. Alors, dans ce cas précis, en informatique, on utilise justement cette technique. C'est la technique qui est utilisée. Donc, on s'inspire et on se base sur les concepts mathématiques. Et dans le processus de calcul, on est obligé de définir un processus de calcul qui permet effectivement d'utiliser les clés. Et on évite, ou plus précisément, on va cacher un certain nombre d'informations, ce qui permettra par la suite de ne pas permettre à quelqu'un qui connaît la première clé ne peut pas connaître la deuxième clé. Donc ça, c'était pour la définition des deux grandes classes de chiffrement moderne qui existent. Donc principalement, vous avez le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Alors, concernant le chiffrement asymétrique, donc on a un ensemble de caractéristiques. Donc, vous avez la première clé qui est donnée
donc ce qu'on appelle communément en général la clé publique, donc qui peut être connue par tout le monde. Et la deuxième clé de déchiffrement, c'est la clé que j'ai dessinée horizontalement, c'est-à-dire la clé privée. Alors, bien entendu, avec la propriété que je viens de citer, c'est que la connaissance de la clé publique ne permet pas de déduire la clé secrète. Donc, c'est vrai que mathématiquement, il y a la relation entre les deux. Et quand il y a une relation, ça veut dire que on peut passer de l'un à l'autre. Mais là, d'un point de vue calcul, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. On verra l'exemple par la suite de méthode qui vous montre qu'effectivement, si tu connais l'un, tu ne peux pas connaître l'autre d'une manière automatique. Alors, il y a aussi toujours cette relation mathématique qui existe. Donc, vous avez un processus de chiffrement et vous avez un processus de déchiffrement. Donc, si vous faites la composition des deux, donc chiffrer un message, ensuite déchiffrer le résultat obtenu, vous allez obtenir le message original. Ça, c'est une propriété mathématique qui est utilisée, à savoir la composition de deux fonctions inverses. Pourquoi? Parce que le mécanisme de chiffrement, son inverse, c'est le mécanisme de déchiffrement. Donc, quand tu composes une fonction avec son inverse, automatiquement, tu as l'identité. Et donc, c'est ce qui est utilisé justement dans ce principe. Donc, quand on chiffre, ensuite on déchiffre, on tombe sur effectivement le message qui est en clair. Alors, dans le chiffrement asymétrique, l'une des méthodes les plus connues, les plus utilisées, c'est la méthode qui porte le nom de RSA. Donc, RSA qui veut dire quoi? C'est juste la première lettre des noms des chercheurs qui ont mis en place cet algorithme. Donc, Rivest, donc on prend le R, Shamir, on prend le S, et Adelman, on prend le A. Donc, d'où le nom de la méthode qui a été donnée. C'est, à vrai dire, les premières lettres des chercheurs qui ont réalisé cela. Alors, ces chercheurs, quand ils ont commencé à réfléchir sur la question, ils utilisent bien entendu des propriétés mathématiques qui sont connues. Alors, le principe, c'est beaucoup plus un principe de calcul, et ils ont utilisé un calcul un peu particulier. C'est le calcul exponentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent une fonction exponentielle que vous connaissez tous, donc vous avez déjà vu en terminale et autres, etc. X est égal à E à la puissance X. Alors, pour faire mieux, s'ils avaient utilisé uniquement cette fonction, on sait que mathématiquement, l'inverse existe. Donc, tu as l'exponentielle, tu lui appliques le logarithme, automatiquement, tu peux trouver le X. Là, pour faire quelque chose qui est un peu plus compliqué, ils ont combiné la fonction exponentielle avec le modulo. Donc, c'est la fameuse fonction modulo que vous connaissez quand vous utilisez x égale à y modulo n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais la division et ensuite tu prends le reste de la division comme résultat. Et donc, eux, c'est ce qu'ils ont utilisé. Ils vont calculer la fonction e de x et ensuite ils prennent le modulo par rapport à un nombre n. Et donc, ça, c'est le résultat de chiffrement. Et donc, du coup, on n'a pas de fonction directe inverse qui permet justement de réaliser cette fonction. On verra par la suite comment ils sont arrivés à avoir et à définir la fonction de déchiffrement qui leur permet d'obtenir le résultat à partir du processus de chiffrement. Alors, pour pouvoir le définir, donc ce processus de chiffrement, vous avez une première partie qui est la génération de clés, puisqu'on avait dit on avait une clé publique et une clé privée. Donc, ce qu'il faut faire dès le départ, c'est de définir comment on va générer la clé privée et la clé publique. Et ensuite, on définit comment on arrive à chiffrer le message et à pouvoir déchiffrer le message. Alors, pour la génération de clés publiques et clés privées, donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ils se sont basés sur des nombres particuliers qui existent, qui ont un certain nombre de propriétés qui existent. C'est les nombres premiers.
Alors, je suppose que vous connaissez tous les nombres premiers. Si je vous demande la définition d'un nombre premier, c'est quoi? Ben Osman, j'ai demandé c'est quoi la définition d'un nombre premier. Je n'ai pas parlé de deux nombres premiers. J'ai parlé d'un nombre premier, un nombre. C'est quoi un nombre premier? Effectivement, tel qu'il a énoncé votre camarade Barouj. Donc, un nombre premier, c'est quoi? En général, pour être plus précis, c'est un nombre. On peut déjà le mettre en exergue. C'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nombre qui n'a pas de diviseur autre que lui-même, ou bien autre que 1, parce que 1, c'est l'élément neutre, et donc il n'a que de diviseur que lui-même. Et donc ça, c'est la définition d'un nombre premier. Et ça, c'est pourquoi qu'on a fait ça, parce que effectivement, il y a des théorèmes qui sont liés à ça, qui permettent de dire que chaque nombre, il peut être décomposé en facteur premier. Et donc, pour le nombre premier lui-même, la décomposition n'existe pas, c'est lui-même, donc tu ne peux pas le décomposer. Par contre, les autres, tu peux toujours les décomposer en facteurs de nombre premier. Et ça, c'est une des caractéristiques qui a été utilisée pour la génération de clés au niveau de ce chiffrement RSA. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre deux nombres premiers qu'on appelle P et Q. Ensuite, on va calculer N, qui est le produit de P fois Q. Et en troisième étape, je vais déterminer E, c'est-à-dire je vais le choisir, de telle sorte que E soit supérieur à 3 et à vrai dire supérieur ou égal à 3, on peut toujours prendre 3. Sauf qu'en général, dans la pratique, on vous dit que 3, c'est une valeur qui n'est pas très sûre, c'est-à-dire qu'on peut casser le chiffre par la suite. Donc, comprise en 3 et phi de n. Alors, de telle sorte que ce nombre, il est premier avec phi de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PGCD de E et de phi de n est égal à 1. Alors là, j'ouvre juste une parenthèse. C'est quoi phi de n? Alors, phi de n, c'est quoi? C'est, à vrai dire, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la fonction de l'air. Alors, phi de n, ça représente l'ensemble des, je dirais, le sens de cette fonction, ça résume l'ensemble des nombres qui sont premiers avec n. Alors, d'une manière calculatoire mathématique, comment est calculé phi de n? Donc, vous avez n qui est égal à p fois q. Alors, phi de n est égal à quoi? Est égal à p moins 1 fois q moins 1. Donc là, on peut le mettre ici pour dire que phi de n, je peux l'écrire comme ça. C'est un symbole qui ne paraît pas directement comme un texte. Donc, ici, sa définition, c'est quoi? C'est celle-là. Ça, c'est la valeur d'un point de vue calculatoire. Phi de n est égal à p moins 1 fois q moins 1. Et donc ça, vous allez choisir une valeur de E.
comprise entre 3 et phi de n, c'est-à-dire cette valeur-là. Mais à condition que E soit premier avec phi de n. Et vous comprenez maintenant implicitement pourquoi on choisit. On choisit E qui soit premier avec phi de n. Donc on a vu cette situation quand on a étudié les fonctions de chiffrement affines, parce que ce qui va venir par la suite, en 4, je choisis E, et ensuite je calcule D. Comment je le calcule? Je calcule de telle sorte que E fois D est égal à 1 modulo phi de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D est l'inverse de E modulo phi de n. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, automatiquement, c'est ce calcul-là, ça veut dire quand je choisis E, je peux toujours calculer D grâce à l'algorithme d'Euclide étendu, puisque j'ai ces valeurs, donc ça me permettra de calculer D. Une fois que j'ai obtenu la valeur de D et de E qui est choisie, à partir de là, je déclare la clé publique E avec N. Donc ça, c'est la clé publique que je dois publier pour permettre aux autres de pouvoir utiliser ma clé publique. Par contre, je vais garder la valeur de D comme étant privée, parce que ça, c'est la clé privée. Et pour mon processus de chiffrement, comment je vais chiffrer? Alors, il y a ça important qui existe. Il ne faut jamais divulguer P et Q. Parce que si vous divulguez P et Q, celui qui connaît E, il peut par la suite trouver D. Pourquoi? Parce que celui qui prend connaissance de P et de Q, il pourra calculer cette fonction phi de n. Et par la suite, grâce à l'algorithme d'Euclide étendu, avec E et de phi de n, il peut toujours trouver D. Et donc, en général, la clé privée D, elle est cachée, donc elle n'est pas publiée. De la même manière, P et Q ne sont pas publiés. Encore moins phi de n, c'est-à-dire aussi qui ne doit pas être aussi publié. Et donc là, ils vont rester secrets. Et par la suite, j'ai l'algorithme de chiffrement qui est défini par cette fonction. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'exponentielle modulaire. Donc, si j'ai un message M, si je veux le chiffrer, donc il suffit de calculer M à la puissance E modulo N. Et donc, ça, c'est ce qui me donne le chiffrer. Par la suite, si je veux déchiffrer, donc M, c'est quoi? Est égal à C, c'est-à-dire le chiffrer, à la puissance D modulo N. Et par ce procédé, je suis arrivé à définir un processus de chiffrement et de déchiffrement, et j'ai même calculé la donnée de processus qui me permet de définir la clé publique et la clé privée, et le processus qui me permet effectivement de réaliser le processus de chiffrement et le processus de déchiffrement. Donc ça, c'est la définition entière, globale de l'algorithme RSA. Alors, voici un exemple qui permet d'illustrer l'usage de RSA. Donc, j'ai un système à clé publique utilisant RSA. Vous interceptez le message C égale à 10, envoyé par un utilisateur dont la clé publique est E égale à 5 et N égale à 35. Alors, ce qu'on vous dit ici, calculer phi de N. Ensuite, calculer la clé privée. Ensuite, définir, retrouver le N, qui est le message qui a été chiffré, qui a permis d'obtenir le 10. Alors, ici, on vous dit montrer qu'on peut déchiffrer n'importe quel message sans connaître la clé privée. C'est par rapport à ce cas précis.
Donc ici, c'est un cas particulier justement qu'on va traiter. Et c'est pas toujours le cas. Hein. Ensuite, on vous dit donner la condition qui permet d'éviter d'avoir le problème posé par la clé publique précédente. Donc par rapport à cette situation. Donc vous avez cette situation qui a fait que on se retrouve dans un cas particulier à traiter, et ce qui permet de pouvoir l'éviter par la suite. Donc vous avez le système. Alors ici, E est égal à 5, N égale à 35. On vous dit de calculer phi de N. Donc, pour calculer phi de N, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de trouver P et Q. Alors ici, dans ce cas précis, on peut trouver P et Q. Pourquoi? Parce que le N, il est petit. Donc, dans la pratique, ce qui est fait, vous avez des nombres N qui sont très grands. Et donc, il est difficile de le décomposer parce que là, tel qu'on a vu dans la définition de RSA, N, c'est le produit de deux nombres premiers. Et donc, ici, quand j'ai N qui est petit, je peux toujours trouver les facteurs premiers de ce N. Donc, ce qui est le cas ici. Donc, dans ce cas précis, N, vous pouvez le constater de vous-même. Donc, 35, ça se termine par 5. On sait qu'il est divisible par 5. Donc, quand vous le divisez par 5, vous allez obtenir 7. Et donc, automatiquement, la décomposition de ce nombre-là, c'est le produit de 5 fois 7. On a vu que phi de n, tel qu'on l'a défini tout à l'heure, elle est égale à quoi? Elle est égale à P-1 fois Q-1. Donc, ça vous permettra de calculer phi de n d'une manière très simple. Cas précis, l'idée c'est quoi? C'est de chiffrer deux fois. Donc, quand vous avez un chiffré, vous allez encore le chiffrer. Donc, quand vous chiffrez deux fois le message, vous obtenez le message en clair. Et ça veut dire que dans ce cas précis, même si vous ne connaissez pas la clé privée, ça veut dire que juste vous prenez un message quelconque, vous le chiffrez deux fois, vous allez trouver le même message que vous avez chiffré deux fois. Et donc là, vous allez deviner que avec cette méthode, c'est qu'il suffit de chiffrer deux fois, on peut facilement trouver le message en clair. Ça veut dire, moralité, si j'ai n'importe quel message chiffré, il suffit de le chiffrer encore une fois, je retrouve le message en clair. Alors, maintenant, pour terminer, c'est donner la condition qui permet d'éviter d'avoir le problème posé par la clé publique précédente. C'est-à-dire, dans ce cas précis, ça veut dire que j'ai une condition qui a fait que j'ai le procédé qui consiste à chiffrer deux fois, ça me donne le message en clair. Donc, quelle est la condition? Osman, tu me dis avoir des clés différentes, mais là, je te dis, tu ne connais pas la clé privée. Donc, tu ne peux pas avoir ça. Ça veut dire qu'il faut raisonner autrement. Donc, quand je chiffre deux fois, je trouve le message clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la clé privée, elle est égale à la clé publique. Donc, moralité, c'est quoi? E égale à D. Donc, ce qui me permet d'exprimer la condition. Si E égale à D, ça veut dire que E à la puissance au carré doit être différent de 1, modulo phi de 1, parce que E fois D est égal à 1 modulo phi de N. Donc, ici, il ne faudrait pas avoir E2 égale à 1, parce que si j'ai E2 égale à 1, ça veut dire que E est égal à D. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Bon, la séance s'arrête. Il y a 2 jours, on pourra qu'il soit froissé.
Non, non, non. J'en ai marre de après. Attends en plus. Alors, on a vu ce petit exemple qui montre comment faire les choses. Alors, on avait dit que le calcul se base essentiellement, donc vous avez vu ici dans le mécanisme de chiffrement comme de la même manière pour le mécanisme de déchiffrement. Donc, on utilise cette fonction exponentielle modulo. Alors, c'est vrai que dans l'exemple, ça a été fait exprès pour donner des petites valeurs que vous pouvez calculer. Par contre, si je vais encore compliquer le calcul, le procédé de calcul, donc voici un exemple de puissance, par exemple. Je vous demande à faire le calcul des puissances des 10. Donc, vous avez 10, modulo 10 à la puissance 2. Et à chaque fois que vous augmentez, je dirais, le calcul, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des essais avec votre calculatrice. Donc, essayez de calculer 10 à la puissance 2, 10 puissance 3, 4, 5, etc. Et vous allez voir, au bout d'un certain seuil, votre calculatrice ne peut plus calculer. Donc, ça va donner erreur. Alors, automatiquement, on se demande comment, justement, contourner ce problème pour pouvoir faire les calculs. Donc, l'idée, elle est toute simple, c'est de faire des calculs de proche en proche. C'est-à-dire que vous calculez une valeur, ensuite, cette valeur que vous avez calculée, vous allez pouvoir l'utiliser pour la suite du calcul. Donc, voici la manière de faire les choses. Je vous donne un exemple simple ici. 5 à la puissance 1063 modulo 2159. Donc, si vous essayez de faire ce calcul directement, c'est sûr que vous allez piétiner. Par contre, ce que vous pouvez faire les calculs suivants au fur et à mesure. Donc, vous prenez 5 à la puissance 1. Donc, c'est 5. Ensuite, 5 à la puissance 2. Ça vous donne 25. Et comme ça, d'une manière incrémentale, donc vous allez faire le calcul de proche en proche. Regardez ce que je fais. Donc 5 à la puissance 2, j'ai ces deux résultats. Ensuite, 5 à la puissance 3. Je sais que c'est que 5 à la puissance 2 fois 5. Donc l'idée, c'est quoi? C'est pas la peine de faire des calculs. Je prends le résultat du calcul et ça, c'est dû au fait que vous avez les propriétés de ce qu'on appelle le calcul modulaire. Donc, le calcul, c'est quoi? C'est c'est toujours le même problème qui se pose. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ici, le problème qui se pose, j'avais dit que si on a ce calcul qu'on doit faire, c'est sûr qu'on va se bloquer. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire les choses d'une manière incrémentale. Donc, si je veux faire ça d'une manière incrémentale, voici le calcul, par exemple, 5 à la puissance 1063, modulo 2159. Donc, ce que je vais faire les choses d'une manière graduelle. Donc, je fais le modulo de 5 avec 2159, c'est 5. Ensuite, 5 à la puissance 2. Donc, c'est le résultat celui-là. 5 fois 5, ça donne 25. Ensuite, vous passez à l'échelle suivante. 5 à la puissance 3, 5 à la puissance 4. Vous voyez que à chaque fois, vous pouvez, l'un utilise l'autre le résultat du précédent. Et ça vous permettra d'aller crescendo comme ça. Au fur et à mesure, ça vous permettra de réaliser le calcul qui est de proche en proche. Alors, ce calcul, c'est vrai qu'il est simple. Donc, vous n'êtes pas bloqué par rapport à ce qu'on essayait de faire dès le départ. Donc, on risque d'être bloqué directement par la calculatrice. Avec ce procédé-là, on ne va pas être bloqué. Au contraire, au fur et à mesure, on fait un calcul
Et là, sauf que l'inconvénient de cette méthode, c'est quoi? L'inconvénient de cette méthode, c'est que vous allez avoir beaucoup de, je dirais, de calculs. Donc ici, ces calculs-là, c'est vrai qu'on ne va pas faire l'exponentiation, mais ça nous ramène à, je dirais, à un processus de multiplication. Mais vous allez faire beaucoup de multiplications. Et donc, pour essayer de réduire le nombre de multiplications, pourquoi? Parce qu'on veut effectivement viser en général dans le processus de calcul la performance. Pourquoi on vise la performance? Parce que imaginez que ça, c'est pour chaque élément de chiffrement, je fais ça. Donc, si j'ai un fichier à chiffrer, ça veut dire que ça va me prendre un temps colossal, un temps monstre. Et donc, ça ne devient pas pratique. Donc, il fallait trouver une méthode qui permet d'aller un peu plus vite et de faire les choses d'une manière plus performante. Alors, comment ça a été fait? Ben, ça a été fait avec ce qu'on appelle l'exponentiation modulaire rapide. Ça veut dire que je vais faire l'exponentiation modulaire, mais d'une manière plus rapide. Voici un exemple. Donc, si vous prenez, je veux calculer a à la puissance 128. Donc, avec la méthode précédente, vous avez vu que cette exponentiation se résume à faire des multiplications. Ça veut dire que je dois faire 127 multiplications. Donc, ça, c'est ce qui prendra beaucoup de temps. Si je veux faire un calcul rapide, l'idée est la suivante. Donc, je calcule a à la puissance 2. Ensuite, à partir de a à la puissance 2, je peux trouver a à la puissance 4. Et ainsi de suite. Je peux trouver a à la puissance 8, 16, 32, etc. 64, et enfin, je trouve 128. Donc, si vous comparez la méthode précédente qui consistait à faire 127 produits, là, je vais faire cette élévation au carré. Ça veut dire que chaque fois que je trouve un résultat, je le mets au carré. Puisque si vous prenez à la puissance 2, vous avez le résultat, vous voulez calculer à la puissance 4. À la puissance 4, c'est quoi? C'est à la puissance 2 fois a puissance 2. Ça veut dire que vous prenez ce terme-là à la puissance au carré. La même chose, à la puissance 8, c'est quoi? C'est a à la puissance 4 fois a puissance 4. Donc, ce qui est au carré. Et donc là, ça permettra de faire des carrés, des multiplications de carrés, ou des élévations au carré qui sont faites successives. Au lieu de faire 127 opérations, je vais faire uniquement 7 opérations. Et donc là, effectivement, ça permet de réduire énormément le temps de calcul de mon exponentiation modulaire. Alors, c'est vrai, si on analyse ici, quelqu'un pourrait me dire, tiens, vous avez choisi une valeur un peu particulière. Ça, c'est, vous avez une puissance de 2, 128, qui est à vrai dire une puissance de 2. La méthode, elle s'applique aussi, même si c'est pas une puissance de 2. Par exemple, si l'exposant n'est pas une puissance de 2. Je prends par exemple 96. Donc, il n'est pas une puissance de 2, parce que les puissances de 2, c'est 4, 8, 16. Ça, c'est les différentes puissances de 2, de la puissance 2, de puissance 4, etc., 8, 16, etc., 32, et ainsi de suite. 96, on ne peut pas l'exprimer sous cette forme-là, on ne le trouve pas dans cette chaîne. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre ce 96 et le décomposer en facteurs des puissances de 2. Donc, si vous voyez 96, c'est 64 plus 32. Donc, le 64, il est là, le 32, il est là. Et donc, ça me permettra de faire ainsi. À la puissance 96, c'est de trouver à la puissance 64, à la puissance 32. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de trouver à puissance 32. Par exemple, ici, par rapport à cette chaîne, j'ai les deux déjà. Donc, je prends ce résultat, fois ce résultat, et automatiquement, j'obtiens le résultat. Et donc, ça, c'est le moyen qui permet d'exprimer l'exponentiation modulaire. Alors, quelqu'un pourrait avoir cette réflexion en voyant ça, c'est une puissance de 2. Ça, c'est pas une puissance de 2, mais c'est quelque chose qui est pair. Si par contre, elle est impaire, si elle est impaire, c'est toujours le même principe. Tu fais une décomposition, le nombre impair qui reste à la fin, c'est quoi? C'est un 1. Donc, tu rajoutes un 1. 1, c'est quoi? C'est, on va dire, a à la puissance 1. Et donc là, c'est le résultat auquel tu vas faire la multiplication en fin de parcours. Et donc, dans tous les cas, tu arrives à décomposer ton exposant en facteur de puissance de 2.
limite extrême plus 1 à la fin, donc si c'est impair. Et tu vas faire cette opération telle qu'elle est décrite ici, donc en faisant le calcul des puissances de 2, et ça permettra effectivement d'obtenir le résultat. Et ça permet de réduire énormément le processus de calcul, et c'est ce qui a été fait justement pour pouvoir réaliser un calcul rapide au niveau du RSA, et donc permettre à cette méthode d'être pratique et automatiquement d'être utilisable par le grand public. Donc, voici un exposant. Je vais dire que s'il n'est pas pair, il est impair. Donc, vous allez le décomposer, qui permet de dire 1063, c'est 1024 plus 32 plus 4 plus 2 plus 1. Et ça, c'est quoi? L'exponentiation de ça, ça revient à faire cette exponentiation. Et donc, ça, c'est le moyen qui vous permet effectivement de faire le calcul, quelle que soit cette puissance qui est donnée. Donc, l'idée, c'est de la décomposer en puissance de 2 et automatiquement faire le calcul par la suite tel qu'on l'a défini précédemment. Donc, ça, c'était un tour d'horizon sur l'algorithme RSA et automatiquement comment faire les choses d'une manière pratique pour pouvoir chiffrer et déchiffrer en utilisant bien entendu l'exponentiation modulaire. Et on a donné le processus comment réaliser une exponentiation modulaire rapide et faisable grâce à ce travail. Alors, cette exponentiation modulaire, c'est vrai qu'on est arrivé à faire les calculs de la meilleure manière possible. Mais si on la compare avec la cryptographie symétrique, elle reste toujours lente par rapport à la cryptographie symétrique. Et donc, d'où le problème qui s'est posé, c'est pour dire qu'effectivement, la cryptographie symétrique, on a pu le démontrer dans la littérature que elle n'était pas quelque chose qui est pratique parce qu'il y a eu déjà ce problème du partage de clés qui pose problème. Et il y a l'autre problème qui est posé, c'est au niveau de la clé symétrique, c'est une clé qui n'est pas très forte par rapport aux clés publiques et aux clés privées. Parce que ça a été démontré qu'il y a des possibilités, s'il y a un usage de ce chiffrement symétrique, on peut casser ces clés. Et donc, l'idée, c'est quoi? Ça, c'est ce qui existe en recherche d'une manière générale. Quand on trouve plusieurs méthodes, eh bien, naturellement, chaque méthode, elle a ses avantages et ses inconvénients. Une des possibilités qui est offerte toujours dans les solutions, c'est de combiner les solutions. C'est pour dire, tiens, on sait que la cryptographie symétrique, elle est rapide, mais elle n'est pas très robuste. On sait que la cryptographie asymétrique, elle est robuste, mais elle n'est pas rapide. Donc, l'idée, c'est de trouver un compromis entre les deux et de combiner les deux. Donc, pour pouvoir combiner les deux, automatiquement, on a créé une nouvelle notion qu'on appelle la clé de cession. Alors, la clé de cession, c'est quoi? La clé de cession, c'est à vrai dire un compromis entre les deux méthodes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire les choses d'une manière très rapide. Donc, si on veut faire les choses d'une manière très, très rapide, il faut utiliser la cryptographie symétrique. Pourquoi? Parce que la cryptographie symétrique, elle se base sur la combinaison des bits. Et la combinaison des bits, c'est quelque chose qui est très facile et très rapide à utiliser. Par contre, comment justement générer cette nouvelle méthode? Puisqu'on avait dit qu'il y avait un problème si on voulait partager la clé entre plusieurs utilisateurs qui sont distants. Donc, on a trouvé cette notion de clé de cession qui est un compromis entre les deux et il fallait trouver une méthode qui permet effectivement d'aboutir à ce compromis. Alors, pour arriver à ce compromis, donc c'est ce qui a été fait, c'est de générer une clé de cession d'une manière aléatoire. Et l'idée, c'est quoi? Pour pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est
Donc, Ben Osman, c'est tel que son nom le dit, clé de session. Ça veut dire qu'elle est utilisée uniquement dans une session. Et donc, c'est une clé qui est relative à une session, pas plus. Ça veut dire quand on est en session de travail, on peut générer cette clé, on va l'utiliser. Dès qu'on ferme la session, cette clé, elle n'est plus utilisée. Et donc, on génère aléatoirement une clé de session. Alors, pour pouvoir la partager avec notre partenaire qui est distant, donc l'idée, c'est quoi? C'est automatiquement de réaliser ce boulot de partage. Il suffit de la chiffrer avec la clé publique du partenaire et de lui envoyer ça. Une fois arrivé, le partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il peut la déchiffrer avec sa clé secrète. Et à partir de cet instant-là, les deux partenaires sont en possession d'une clé de session commune et automatiquement, ils peuvent l'utiliser pendant toute la session. Une fois terminée, cette clé, elle est balancée et à la prochaine session, on va utiliser une nouvelle clé de session et ainsi de suite. Un exemple typique de ça, c'est votre navigateur Internet que vous utilisez. Donc, quand vous utilisez un navigateur Internet, pour pouvoir partager les informations et échanger les informations d'une manière sécurisée, c'est le navigateur, c'est ce qu'il utilise. Donc, en général, des fois, vous vous connectez à un serveur quelconque et par la suite, avec ce serveur, il faut échanger des informations d'une manière sécurisée. Par exemple, tu peux avoir une plateforme quelconque. L'exemple, par exemple, ce qu'on utilise actuellement. On est en train d'utiliser Zoom. Donc, comment vous pouvez vous connecter à la session de Zoom? Donc, ce que vous avez fait, vous avez ouvert, vous avez connecté Zoom. Ensuite, vous avez utilisé un mot de passe de Zoom qui est utilisé. Et à partir de là, automatiquement, la session est ouverte et elle est chiffrée entre les deux partenaires, les différents partenaires qui existent. La même chose, elle est utilisée dans les serveurs web. Quand vous utilisez les serveurs web, si vous remarquez au niveau de l'entête, vous trouvez HTTPS qui est le HTTP sécurisé. Il utilise la même notion. Donc, dès que vous connectez votre serveur, donc ce qui se passe, lui, il va générer une clé de session et donc automatiquement, il y a un partage entre votre navigateur et le serveur. Donc, le serveur, il envoie sa clé publique. Votre navigateur, il va chiffrer une clé de session avec la clé publique. Il va lui envoyer et à partir de là, vous allez échanger des informations confidentielles en toute sécurité entre les deux partenaires. Et ça, c'est l'usage pratique de la clé de session, c'est-à-dire comment on arrive à utiliser une clé de session. Alors, ça, c'est le procédé, je dirais, qui est utilisé d'une manière algorithmique. Alors, il y a eu des chercheurs qui se sont penchés sur la question et ils ont défini un protocole d'échange de clés. Donc, ce protocole d'échange de clés, il a été défini par Diffie-Hellman en 1976. Donc, comment on arrive à échanger une clé d'une manière sécurisée sur un canal qui est public. Donc, si vous avez deux utilisateurs U1 et U2, donc ils vont se mettre d'accord sur deux valeurs qui sont Y et N. Donc, N, c'est une valeur assez grande, c'est un nombre premier qui est assez grand, et Y qui est inférieur à N, bien entendu. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que chaque interlocuteur, U1 et U2, va choisir chacun de son côté une valeur secrète qui est notée ici XA, XB respectivement. Alors, une fois que ça c'est fait, le premier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer Y à la puissance XA modulo N, et le deuxième, il va calculer Y à la puissance XB modulo N. Et ils vont s'échanger ces valeurs. C'est-à-dire que A, il calcule la valeur YA, qui est égale à Y à la puissance XA modulo N,
et YB va calculer la valeur YB qui est égale à Y à la puissance XB modulo N. Et ils vont s'échanger ces valeurs. C'est-à-dire, le premier, il va envoyer sa valeur à un deuxième et inversement. Et à l'arrivée de l'information, par exemple, A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir YB. Donc, il va prendre YB, il va mettre YB à la puissance XA modulo N. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il reçoit YA, il va mettre YA à la puissance XB modulo N. Et donc là, vous voyez que si vous développez ces valeurs, c'est-à-dire YB à la puissance XA, et vous développez YA à la puissance XB, vous allez voir que c'est la même valeur qui est utilisée. Donc les deux valeurs ZA et ZB, elles sont identiques. Et ça va être cette valeur-là qui va être utilisée comme clé de session entre les deux interlocuteurs. Alors, vous allez me dire que toutes ces valeurs sont échangées effectivement en public. Quelqu'un peut capter ces valeurs, mais même s'il capte ces valeurs, il ne pourra jamais trouver XA et il ne pourra jamais trouver XB. Pourquoi? Parce qu'on a choisi N qui est très grand et le calcul qui est fait quand tu as Y à la puissance X modulo N, quand tu as cette valeur, tu ne pourras jamais, il n'y a pas de procédé qui te permet effectivement de retrouver le X sans connaître effectivement ce X au préalable. Pourquoi? Parce que là, on utilise l'exponentiation et le modulo. Et donc, pour pouvoir le faire, tu n'as pas une fonction inverse qui est directe. Donc, le seul moyen, c'est de faire toutes les combinaisons possibles. Or, les combinaisons possibles sont énormes. Pourquoi? Parce que, regardez ici, ce qu'on a dit, on choisit N très grand. C'est un nombre premier qui est très grand. Et donc, il est difficile par la suite de pouvoir retrouver la valeur sans faire tous les tests possibles. Or, faire tous les tests possibles, c'est un calcul qui risque de prendre des dizaines d'années pour pouvoir retrouver la valeur. Alors, voici un exemple d'illustration qui vous montre un peu comment les choses sont utilisées. Donc là, on a pris des exemples plus ou moins, je dirais, faibles pour pouvoir faire le calcul. Mais sinon, dans la pratique, la valeur de N, elle est importante. Donc ici, on prend 153, Y est égal à 3, XA, c'est 97, XP, 233. Donc, ce que va faire le premier utilisateur et le deuxième, c'est YA, il va calculer 3 à la puissance 97, modulo 353, il trouve à 40. Le deuxième, il va prendre Y, qui est 3 à la puissance 233, et il va trouver 160. Et quand vous faites ce calcul, c'est-à-dire que le premier, il va recevoir 160, il va le mettre à puissance 97. Le deuxième, il recevra 40, il la met à 233. Et vous allez voir que effectivement, les valeurs sont les mêmes. Et donc, c'est cette valeur-là qui va être utilisée comme clé de session. Et donc, ça, c'est le procédé qui permet effectivement de faire le calcul d'une clé de session d'une manière automatique. C'est juste en échangeant des valeurs, en utilisant ces valeurs et les valeurs secrètes de chacun d'entre eux, on peut se mettre d'accord. Effectivement, c'est pour ça qu'on appelle le protocole d'échange de clés. Alors, sur le mécanisme de chiffrement qui est utilisé, de clés de session, etc. Donc, voici une application qui peut être faite justement pour réaliser des choses pratiques. Donc, les choses pratiques, c'est quoi? C'est que vous avez un message que vous voulez chiffrer et envoyer à votre interlocuteur. L'idée, c'est quoi? C'est vous allez générer ici une clé de session. Ensuite, grâce à la clé publique du destinataire, vous allez chiffrer cette clé. Donc là, vous obtenez la clé secrète chiffrée avec la clé publique du destinataire. Vous avez un texte que vous voulez chiffrer, bien entendu, vous allez le chiffrer avec votre clé de session. Donc, vous allez obtenir le texte qui est chiffré. Et à partir de là, donc ce que vous avez,
vous avez cette information-là, c'est-à-dire votre texte chiffré plus la clé secrète qui est chiffrée par le destinataire. Vous allez l'envoyer vers le destinataire. Alors, une fois arrivé chez le destinataire, la première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va déchiffrer cette clé de session, puisque lui, il possède le destinataire, il possède sa clé privée. Il va, grâce à sa clé privée, décoder cette clé secrète. Il va obtenir cette clé de session. Une fois qu'il a eu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va l'utiliser pour déchiffrer le texte qui a été chiffré, et donc ce qui lui permettra d'avoir le texte en clair. Et donc là, ça vous montre un usage pratique de la clé de session, comment qu'elle est utilisée. Donc, vous pouvez la générer, ensuite la crypter avec la clé publique du destinataire, et ça vous permettra d'envoyer tout un texte chiffré qui peut être déchiffré par la suite par le destinataire. Donc ça, c'est par rapport à l'usage de cette clé de session qu'on appelle l'enveloppe digitale, c'est-à-dire que vous avez, c'est le même qu'on appelle l'enveloppe digitale, c'est comme une lettre par exemple que vous écrivez, vous mettez cette lettre à l'intérieur de l'enveloppe et vous fermez l'enveloppe. Donc ici, ce qui va jouer le rôle de cette enveloppe, c'est cette clé de session qui est chiffrée. C'est elle qui, à vrai dire, elle va envelopper votre texte. Donc, si vous voulez par la suite récupérer le texte, il faut ouvrir l'enveloppe. Et une fois que vous ouvrez l'enveloppe, vous pouvez accéder au texte. C'est typiquement la même chose qui se passe ici. Donc, l'enveloppe, c'est la clé de session qui est chiffrée. Une fois que vous l'avez la déchiffrée, ça vous permettra de déchiffrer le texte pour obtenir ce texte. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'enveloppe digitale. Alors, on passe à d'autres concepts qui existent. Alors, il y a une autre notion qui a été utilisée dans toujours le chiffrement. C'est des fonctions toujours avec des fonctions mathématiques particulières. Donc, la fonction mathématique utilisée, c'est ce qu'on appelle une fonction de hachage. Alors, une fonction de hachage, c'est quoi? C'est une fonction qui permet, à partir d'un texte, tu vas obtenir une certaine information. En général, cette information, elle est relativement courte. Donc, par rapport au texte, quel que soit le texte, même si vous avez un fichier tout entier, vous pouvez lui calculer le haché. Donc, le haché, en général, il est plus court que le message lui-même. Alors, une autre caractéristique de ce haché, c'est quoi? C'est qu'à partir d'un texte, vous trouvez le haché. Et en général, ces fonctions-là, on les appelle mathématiquement des fonctions à sens unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez d'un x, vous obtenez le y. Et comme c'est à sens unique, ça veut dire à partir de y, tu peux pas remonter à x. Et c'est ce qui existe justement dans le haché. Quand tu connais le haché, tu peux jamais retrouver le texte en clair. Donc là, tu peux pas faire le chemin inverse. Et automatiquement, il y a des caractéristiques. C'est quoi? C'est que tu as un texte. Quand tu fais le calcul, tu obtiens un haché. Mais si tu modifies dans le texte un caractère, le haché va changer en conséquence. Donc, moralité, le haché, cette fonction, elle permet de préserver, avoir une idée sur le texte en question. Et donc, c'est quelque chose qui est utilisé effectivement on le verra par la suite, dans un mécanisme particulier qu'on appelle la signature, pour dire que la signature est inviolable. Alors, Ben Osman, tu me dis pourquoi c'est impossible de revenir. Tout simplement, c'est une fonction mathématique à sens unique. Donc, quand tu as une fonction mathématique à sens unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction inverse. Donc, tu n'as pas une fonction qui permet de faire l'inverse. Et c'est pour ça que tu ne peux pas revenir. Donc, mathématiquement, c'est prouvé qu'il y a des fonctions qu'on appelle des fonctions qui ne sont pas bijectives. Donc, si la fonction est bijective, tu as la fonction de retour. Mais si ta fonction n'est pas bijective, automatiquement, tu n'as pas la fonction de retour. Ça veut dire que tu ne peux pas, à partir de y, tu ne pourras jamais revenir à x. Alors, ces fonctions de hachage, elles sont disponibles sur beaucoup de systèmes. On a étudié déjà
Unix, sur Unix, tu as une des fonctions qui existe, MD5 par exemple, c'est la fonction qui est donnée par le nom MD5 il y a d'autres fonctions qui s'appellent aussi, parmi les plus utilisées, les plus connues, c'est SHA. Donc SHA 256 qui est l'une des fonctions les plus utilisées. Alors ici, c'est juste pour vous rendre compte un peu des choses. Regardez, vous exécutez ces commandes. Donc rappelez-vous, la commande echo, c'est quoi? Ça permettra d'imprimer le message. Et ensuite, vous avez la barre verticale MED MD5 SOM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce message-là qui est fourni comme entrée à un MD5 SOM. Donc, il va vous afficher une valeur. Ça, c'est la valeur de ce qu'on appelle du haché. Alors, si vous voyez le premier message, il ne fait pas beau en ce moment. Si vous changez le message, il ne fait pas mauvais en ce moment. Ça veut dire j'ai changé un mot par un autre. Et vous faites le haché par la suite. Vous allez voir qu'effectivement, la valeur va changer. Alors, si vous essayez de faire le message, regardez entre le premier et le troisième message. C'est quasiment le même message à 2 caractères près qui ont été échangés. Donc, il ne fait pas beau. Ce que j'ai fait, c'est interverti le A avec le E. C'est tout. Donc, le message, si vous le voyez en termes de caractères, c'est le même nombre de caractères. Et en termes de caractères aussi, c'est les mêmes caractères qui ont été utilisés dans le premier et le deuxième. Mais si vous calculez vous faites ça et vous calculez le haché, vous allez trouver que le haché est complètement différent du premier. Et ça montre qu'effectivement, au niveau du haché, ça c'est une caractéristique mathématique. Donc, si le message change, même avec le plus petit changement possible, le haché va changer. Et ça, c'est ce qui permet justement en général de protéger. Rappelez-vous, quand on a parlé des objectifs de la sécurité, parmi les objectifs, c'est l'intégrité. Donc, le haché, en général, il est utilisé pour l'intégrité des messages, pour savoir est-ce que le message n'a pas été altéré lors de son transfert, par exemple, de l'expéditeur vers le destinataire. Est-ce qu'il a reçu le même message? Donc, un moyen de le faire, c'est d'utiliser le haché qui permet de réaliser l'intégrité de ces messages. Alors, parmi l'usage de la cryptographie, ce qu'on peut utiliser, on peut utiliser la cryptographie effectivement pour chiffrer. Et ça permet d'atteindre l'objectif de la confidentialité. On peut aussi utiliser le chiffrement pour la signature. Donc, vous avez ce qu'on appelle une signature numérique. Donc, la signature numérique, c'est quoi? C'est une signature qui permet d'obtenir, je dirais, l'objectif de non-répudiation. Ça veut dire que ça permet d'authentifier l'utilisateur et d'obtenir, je dirais, l'objectif de la non-répudiation. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait en général pour signer? C'est qu'on prend le message et on veut signer le message. Alors, comment le faire? C'est que ce message-là, au lieu de signer tout le message qui est assez lent, donc qui prendra beaucoup je dirais, beaucoup de temps, et pour pouvoir assurer l'intégrité du message par la suite, on prend un message et ensuite on lui calcule son haché. Donc ici, dans l'algorithme de signature DSA qui existe, il utilise SHA. Donc ça, c'est aussi une fonction de hachage qui est la plus utilisée, comme je l'avais dit tout à l'heure. Vous obtenez le haché du message. En général, qu'est-ce qui est fait? Ce haché du message, c'est lui qui va être signé par l'utilisateur. Alors en général, quand on le signe avec la clé privée. Et ça permettra ce qu'on appelle d'avoir une signature digitale. Alors, cette signature digitale, quand elle est reçue par le destinataire, alors, le destinataire, quand il veut vérifier est-ce que le message qu'il a reçu signé, est-ce qu'il est correct ou pas. Donc, une fois qu'il reçoit le message qui était chiffré, il va le déchiffrer, etc., il reçoit le message.
Donc, lui, il va faire un processus de vérification de la signature. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la cryptographie. C'est que la signature, elle est universellement vérifiable. C'est-à-dire, quand vous signez un document d'une manière numérique, n'importe qui peut vérifier votre signature numérique. Et ça, c'est important pour ne pas falsifier les documents par la suite. Et donc, comment on va vérifier la signature? Eh bien, par le procédé suivant. On a reçu le message. Donc, ce qu'on peut faire, on peut calculer le haché du message reçu. Ensuite, ça me permettra effectivement d'obtenir la signature du message. Comme la signature du message, elle a été chiffrée avec la clé privée de l'expéditeur. Ce que je peux faire, moi, c'est la déchiffrer avec sa clé publique. Comme sa clé, elle est publique, donc je peux l'utiliser. Donc, j'utilise la clé publique de l'expéditeur. Ça me permettra effectivement de pouvoir avoir la signature digitale. Et par la suite, ce que je peux faire, je peux comparer le haché que j'ai calculé moi-même avec le haché que j'ai reçu. S'il y a égalité, ça veut dire que la signature, elle est correcte. S'il n'y a pas égalité, ça veut dire que la signature n'est pas correcte. Donc, je refuse cette signature et par la suite, le document est refusé. Par contre, s'il y a égalité, ça veut dire que j'ai la même chose de part et d'autre. Et donc, j'ai pu déchiffrer grâce à la clé publique de l'expéditeur. Et donc, j'ai pu vérifier qu'il s'agit du même haché. Ça veut dire que le message que j'ai reçu, il est authentique et il n'a pas été altéré. Alors, en dernier lieu, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est ce qu'on appelle le scellement des données. Donc, le scellement des données, c'est quoi? C'est que vous avez, c'est ce principe de signature qui est utilisé. Vous calculez le haché et ensuite vous avez le sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est comme si on mettait le cachet dessus sur l'enveloppe. Donc, à vrai dire, on le chiffre avec la clé privée. Une fois qu'il est arrivé, avec le message qui est envoyé, donc ce qui est fait, on va déchiffrer celui-là. Donc, on obtient le haché et le message qui est reçu, on lui calcule le haché et on va voir l'égalité. S'il y a égalité, ça veut dire que le document tel qu'il a été reçu, c'est un document qui est correct et qui nous permet effectivement d'aboutir à, je dirais, à la vérification de deux choses. La première, c'est quoi? C'est l'authenticité du message. La deuxième, c'est quoi? C'est l'authentification aussi de l'expéditeur. Pourquoi? Parce que lui, il a chiffré avec sa clé privée. Moi, j'ai pu déchiffrer avec sa clé publique. Et donc là, ça montre qu'effectivement, c'est lui qui a envoyé ça. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à posséder la clé privée. Et donc, personne d'autre ne possède la clé privée. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir l'authenticité du message et l'authenticité je dirais, de l'expéditeur. Donc ça, c'était le dernier slide. Donc c'est la fin du cours qui a été destiné à la cryptographie moderne. Alors, la séance elle va s'arrêter dans 1 minute. Donc j'arrête et je reprends juste après pour qu'on puisse entamer